Merci beaucoup pour la présentation et aussi un plaisir que l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne a été invitée à cet acte pour présenter ce deuxième rapport sur la surveillance de masse. Et premièrement, je voudrais expliquer qu'est-ce que le travail de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. C'est une agence indépendante créée au sein de l'Union européenne en 2007 par le règlement 68-2007. La mission de l'agence, c'est de fournir des conseils indépendants fondés sur des éléments de preuve en matière de droits fondamentaux. Ça veut dire que les avis que l'agence va délivrer sont basés dans des recherches légales et recherches socio-juridiques. Le Conseil, s'attend sur une proposition de la Commission et après consultation avec le Parlement européen, adopte un cadre pluriannuel pour l'agence qui a plusieurs objectifs, mais hors de ce cadre pluriannuel, l'agence peut recevoir aussi des demandes du Parlement, de la Commission ou du Conseil. C'est le cas de ce projet de surveillance. En l'année 2014, on a reçu la demande du Parlement européen comme les conséquences de l'affaire Snowden. Il a commandé à l'agence de faire une recherche juridique approfondie sur l'impact des services d'intelligence sur les droits fondamentaux des citoyens. En 2015, s'est fait le premier rapport des droits comparés exclusivement. C'est un rapport basé sur la législation existante à ce moment et aussi sur la jurisprudence, case law, de la Cour européenne des droits de l'homme et aussi de la Cour de justice de l'Union européenne. En 2016, on a commencé, après ce premier rapport, des recherches socio-juridiques. On a fait une mise à jour de la législation et on a pris d'entretiens entre les professionnels et les secteurs impliqués dans les surveillances entre janvier et novembre. Et finalement, en 2017, on est arrivé à la publication du rapport final le 23 octobre. C'est le deuxième volume qu'on vient de présenter ici. La réforme du cadre juridique depuis l'octobre de 2015, après les premiers rapports de l'agence, ont été beaucoup et intenses entre les différents États membres de l'Union européenne. La plupart d'elles ont fait une régulation, une nouvelle législation, bien de la surveillance ciblée ou bien de la surveillance non ciblée ou générale. Et il y a peu de pays, entre un pays de Méditerranée comme l'Espagne, l'Italie ou la Grèce ou la Croatie, qui n'ont pas pris encore des réformes de ces cadres juridiques. C'est relevant parce que beaucoup a changé depuis. Pas seulement les révélations de l'affaire Snowden, mais aussi pour la nouvelle et les plus récentes jurisprudence en matière de services d'intelligence et la protection des droits fondamentaux. Alors, la recherche de terrain qu'a fait l'agence pour obtenir les données socio-juridiques, pas seulement des cadres légal, mais aussi de l'impression ou l'expérience des personnes qui sont impliquées dans la supervision des services de renseignement. Ça fait dans 7 pays. C'est l'Allemagne, la France, l'Hollande,
la Suède, le Royaume-Uni, la Belgique et l'Italie. De ces pays, 5, ce sont qui sont dans les premières. On a fait une régulation détaillée de une législation précise sur la surveillance non ciblée. La méthodologie qu'a suivi l'agence dans cette recherche, on peut voir ici quelles sont les institutions interrogées. Sont des organes de contrôle principalement, 16 entretiens entre les organes de contrôle, 2 organisations de la société civile et médias, 11 autorités chargées de la protection des données, 8 commissions parlementaires, 5 médiateurs nationaux, 5 universités, 5 avocats spécialisés dans des cas de surveillance et 4 entretiens entre les contrôles internes de l'exécutif. Les structures de chaque entretien qui a fait l'agence, premièrement, on a analysé les cadres juridiques, et on a fait une mise à jour de ce qu'on avait inclus dans le premier rapport de 2015. On a analysé la structure institutionnelle des services de renseignement et les oversight mécanismes, les mécanismes de supervision et les voies de recours, c'est les contrôles a posteriori. Et finalement, on a aussi fait des questions sur des propositions d'amélioration que les personnes impliquées dans dans les contrôles des mesures de surveillance peut donner un feedback, une nouvelle vision qui peut améliorer le cadre actuel de régulation de la supervision. Les modalités de supervision, ce sont claires, se sont déjà traitées extensivement dans cette présentation, dans cette workshop. C'est la régulation parlementaire, la régulation par commission ou groupe d'experts, la supervision judiciaire et le contrôle interne de l'exécutif. Ce sont les modalités de supervision directe qui ont des contacts directs avec les services de renseignement. On a aussi, bien sûr, les supervisions qui est effectuées les médias et les organisations non gouvernementales. Et finalement, c'est bien sûr la régulation et la supervision finale qui ont reçu de la Cour européenne des droits de l'homme. Quant au contrôle interne par l'exécutif, la plupart des pays qui ont mis en place ce type de contrôle a des différents rôles pour le président et les ministres. Le président tâche les services, nomme ou destitue les chefs de service de renseignement, nomme les membres, fait la nomination des membres des organes de supervision. Mais les ministres se sont plus spécialisés dans délivrer des institutions, définir des priorités. Bon, ce sont des activités plus précises. Mais dans tous les cas, les présidents et les ministres les pays, la plupart des pays ont la possibilité d'approuver directement les mesures de surveillance. Et quant à la supervision parlementaire, les maps ici, on a ici la plupart des pays ont au moins un comité parlementaire spécialisé. Il y a quelques pays qui n'ont pas de comité spécialisé, comme l'Irlande ou la Malte. Et aussi, il y a des autres qui ont un comité pas spécialisé, comme c'est le cas des pays nordiques, le Portugal ou la Grèce.
Et les compétences des commissions parlementaires sont déjà traitées dans cette workshop. Contrôler les budgets, recevoir les rapports, traiter les plans, mettre les recommandations et participer au processus d'autorisation a priori dans certains cas. Mais ce sont des compétences plus générales, ce ne sont pas une compétence, ce sont compétences très spécifiques et non ce ne sont pas vraiment une compétence de supervision au sens de la Cour des droits de l'homme, comme on pouvait écouter dans l'analyse des cas Sakharov. Les comités d'experts sont la moitié des États membres ont spécialisé des comités d'experts pour faire la supervision des services d'intelligence, de renseignement, et dans le cadre de surveillance non ciblée, ça veut dire de surveillance générale, tous les 5 États membres qui ont fait la régulation de ce type de surveillance incluent ont introduit un comité d'experts. Les pouvoirs sont différents entre les pays. Il y a des comités d'experts qui ont le pouvoir d'autorisation. Seulement 4 pays de 28 États membres de l'Union européenne ont ces pouvoirs d'autorisation. Et dans le cas des pays qui ont les surveillances non ciblées ou surveillance générale, 3 des 5 ont ce pouvoir d'autoriser ou non autoriser directement les mesures. Ont aussi, bien sûr, le pouvoir de faire des rapports sur ces activités et des enquêtes sur les plans, c'est-à-dire le contrôle a posteriori, et finalement de conseiller l'exécutif ou le Parlement. Et il y a aussi une analyse dans le rapport le rôle des autorités de protection des données. Dans ce cadre, on peut voir qu'il y a des pays il y a des autorités de protection des données sur 7 États qui ont les mêmes pouvoirs de supervision que d'autres mécanismes comme les judiciaires ou des comités d'experts. Il y a d'autres autorités qui ont des pouvoirs limités, c'est le cas de la France, ou de l'Angleterre, ou de l'Italie. Il y a des autres qui n'ont aucun pouvoir sur la matière de renseignement. Et on a fait aussi une analyse des relations entre les agences de protection des données, de l'autorité de protection des données et les comités d'experts. Il y a des pays qui ont l'autorité de protection des données qui ont des relations très intenses avec les comités d'experts pour l'autorisation. Il y a des autres qui on n'a pas même des comités d'experts. Donc, les maps pour les cas de la France, on se trouve ici. Dans des cas on a des autorités de protection des données qui ont des compétences limitées, mais aussi il y a un comité d'experts spécialisé. Et finalement, les contrôles ex ante a priori de la surveillance ciblée, la plupart des pays de l'Union européenne ont un contrôle juridictionnel et 30% des pays ont aussi un contrôle d'autorisation par l'exécutif et comme il y a peu de pays qui ont les contrôles directement pour les services, 8%, il y a des autres qui sont les comités d'experts qui vont faire ces contrôles exacts, sont seulement 4 des 24, des 28 États. Dans le contrôle ex ante de la surveillance non ciblée,
Ici, on a la liste des États membres qui ont fait ce type de régulation et le type d'organisme qui est en charge de faire ces contrôles d'autorisation des mesures, le contrôle judiciaire, parlementaire, exécutif ou des comités d'experts. Dans le cas de la France, c'est l'exécutif qui va faire un contrôle ex-ante de surveillance non ciblée et la mesure qui va autoriser. Mais bien sûr, le contrôle est fait avec l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Et finalement, quel est l'avis de la FRA sur les techniques pour faire la supervision des services de renseignement? Premièrement, renforcer l'indépendance des organismes de contrôle. L'indépendance, ce n'est pas quelque chose qu'on va consacrer seulement dans la loi ou dans l'organisation interne ou de la dépendance ou non du pouvoir exécutif, mais c'est aussi une question de ressources, des budgets, aussi des pouvoirs de cette institution d'initier par une enquête sans préciser une complainte, donc, et qu'il peut activer les contrôles par lui-même, et aussi d'avoir une compétence technique. Ça veut dire que ces personnes qui vont faire les contrôles ne sont pas seulement des juges ou des juristes, mais aussi il va avoir dans cette équipe des personnes spécialisées dans les affaires des nouvelles technologies. Et l'interprétation, par exemple, d'un algorithme et comment va cet algorithme révéler des données personnelles des personnes qui sont actuellement suivies par les services de renseignement. Et la transparence est essentielle. Et après l'affaire Snowden, et la plupart de la société civile et les personnes, les avocats qui ont été part de cette étude de la FRA ont peu de confiance dans les institutions, les systèmes de contrôle des services de renseignement. Et aujourd'hui, la plupart des pays qui ont mis en place législation sur les surveillances au renseignement non ciblés on inclut l'obligation de faire des rapports précis de l'activité de l'organisme qui fait la supervision des services de renseignement. Et c'est essentiel. Et aussi, la protection particulière des lanceurs d'alerte et de certaines professions, comme les journalistes, magistrats, députés, avocats. Bon, on a déjà traité largement ici cette affaire, mais il y a aussi une dernière recommandation sur la coopération internationale entre services. Il faut une base juridique et une procédure de contrôle. La plupart des pays de l'Union européenne n'ont pas cette base juridique, ou s'il y a une base juridique de la coopération internationale entre services de renseignement, ce n'est pas public. Et aussi, les organes de contrôle ne doivent pas être considérés en tierce partie. Ça veut dire qu'il y a une règle entre les services de renseignement de ne pas partager les informations ou les sources de l'information, même pour les organes de contrôle. Et l'agence croit que c'est important que les organes de contrôle, ne soient pas considérés tierce partie. Merci beaucoup de votre attention.